Aujourd'hui, on peut constater, sans nous tromper, que depuis décembre 2016, le Parlement de la CEDEAO a gravi et a ravi la vedette à beaucoup de parlements sous-régionaux. Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes partis d'un Parlement qui donnait des avis à la communauté, à la conférence des chefs d'État, au Conseil des ministres, mais aussi qui attendait parce que ces avis soient demandés pour travailler. Aujourd'hui, depuis que nous sommes arrivés, nous avons analysé l'environnement de notre sous-région. Nous avons analysé la position du Parlement par rapport aux autres institutions de la communauté et nous avons relancé le débat sur le renforcement des prérogatives du Parlement qui tardait à venir. Donc depuis 17 ans, le Parlement était un Parlement méconnu des populations de la communauté. Donc il y avait un chantier énorme et lorsque nous sommes arrivés, nous avons attaqué ce mal pour faire en sorte que le Parlement puisse être connu des populations, mais aussi que le Parlement puisse participer à la prise de décision au niveau de la communauté. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes arrivés et que nous avons diagnostiqué les contours de la non-participation effective du Parlement à la prise de décision au niveau de la communauté, et nous avons pris le dossier en main. Parce que c'était un dossier quand même qui a traîné les jambes pendant très longtemps et nous avons participé à essayer de trouver des solutions pour que nous puissions arriver à un Parlement qui contrôle l'exécutif régional, mais qui puisse donner des avis qui seront à la hauteur ou à la dimension des attentes des populations, ce qui n'avait pas été le cas depuis sa création. Et fort heureusement, au mois de décembre 2016, les chefs d'État ont adopté le texte que nous avions soumis à l'approbation du Conseil des ministres, du Conseil des ministres de la Justice de la CEDEAO, du CAF et du Conseil des ministres de la CEDEAO pratiquement. Donc nous avons adopté ce texte qui nous donne des pouvoirs de pouvoir contrôler et connaître du budget de la communauté, mais pouvoir même amender le budget. Et sur beaucoup d'autres questions, nous avons la possibilité de donner des avis conformes, des avis simples, et ça, c'est des innovations majeures. Mais ce qu'on a fait de plus et que nos prédécesseurs n'avaient pas fait, c'est d'être sur le terrain, d'organiser des réunions délocalisées sur des thématiques d'une importance capitale, essayer de connaître les vrais problèmes de la communauté, aller sur les corridors et les frontières. C'est ce chantier que nous avons abordé avec beaucoup de succès et apprécié par l'ensemble des populations. Aujourd'hui, à Dakar, nous discutions des questions brûlantes. La libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. En 1979, déjà, vous savez que le protocole avait été signé. Mais il y a un problème de mise en œuvre qui se pose. Il y a des violations des textes. Il y a une corruption active, comme je le dis, au niveau des corridors, au niveau des frontières. Donc, nous avons osé cette affaire et nous essayons d'apporter des réponses par des propositions fortes, mais par des sensibilisations au niveau de ces personnes qui ont en charge d'appliquer la loi au niveau de nos frontières. Oui, il y a des défis parce qu'il y a le banditisme frontalier, il y a le crime organisé, il y a la drogue qui transite par les frontières, mais il y a le djihadisme et le terrorisme. En condensé,
nous pensons pouvoir lutter contre tous ces fléaux qui gangrènent beaucoup de mal pour notre société. Donc aujourd'hui, les défis sont énormes. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce forum pour inviter toutes les parties prenantes de ces fléaux, c'est-à-dire la société civile, mais les populations, les chefs religieux, les exécutifs, les parlementaires de la sous-région, mais d'ailleurs. Parce que nous avons invité la France à participer à travers le Sénat français. Nous avons invité l'Afrique de l'Est qui a participé à travers l'IALA. Nous avons invité l'Union africaine à travers le pape, le Parlement panafricain. Donc le Maroc aussi qui frappe à la porte de la CEDEAO. Deux délégations fortes ont quitté le Maroc. Les deux chambres, la chambre des élus et la chambre des représentants. Donc voilà à peu près ce que nous avons fait. Nous avons rassemblé un panel extrêmement important de fortes personnalités du monde qui ont participé à nos assises, les assises de Dakar. Je pense que c'est une initiative à saluer, à encourager, parce que si on est à la tête d'un État, on doit veiller à ce que les concitoyens, les citoyens de la communauté puissent, partout où ils vivent dans le monde, être dans de bonnes conditions. Si on constate que les populations de notre communauté sont en train de braver le soleil, la pluie, passent par la Méditerranée, passent par le désert pour chercher des conditions meilleures dans d'autres zones, et par la force des choses et par ce qui s'est passé réellement, ces gens sont kidnappés des fois. Au niveau des zones de transit, sont utilisés pour le travail, sont utilisés pour d'autres fins, parce qu'il y a des femmes parfois violées dans même des bateaux, violées dans des pays de transit. Il y a l'esclavagisme. Est-ce que ces chefs d'État doivent fermer les yeux? Je dis non. C'est la raison pour laquelle c'est de leur responsabilité d'essayer de rapatrier toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes, ces jeunes, leur redonner de l'espoir en les ramenant chez eux, mais en les encadrant pour que ces personnes puissent s'adapter à la vie dans leur pays. Vous savez, le Maroc est un pays ami de la sous-région. Le Maroc est un pays contributeur parce qu'il y a les entreprises marocaines, les banques marocaines qui investissent beaucoup dans la sous-région. Donc, les relations de l'Afrique de l'Ouest et le Maroc datent de très longtemps. Je peux citer le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et tant d'autres pays, le Ghana, où les Marocains ont noué des relations exceptionnelles. Et le Mali même, il y a la crise peut-être, mais c'est tous ces États qui ont créé un climat de bon voisinage avec le Maroc. Donc aujourd'hui, si le Maroc frappe à la porte de la CEDEAO, je ne peux pas dire qu'il faut accepter comme ça, mais il faut analyser l'impact de l'entrée du Maroc au niveau de la CEDEAO et prendre toutes les dispositions et les mesures afin de pouvoir faciliter cette intégration. Parce que c'est des textes, mais l'intégration du Maroc est plus que nécessaire. Il faut voir dans quel domaine nous pouvons nouer cette intégration du Maroc au niveau de la CEDEAO. Il faut l'analyser, il faut voir. Donc, il y a cette étude d'impact, cette étude des textes qu'il faut prendre en compte avant d'accepter l'adhésion ou non du Maroc au niveau de notre espace communautaire.